Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, 2 malfaiteurs parmi les 4 qui ont attaqué un entrepreneur à Maïns ce matin vers 8 h ont été tués par les gendarmes. Les 2 autres sont toujours recherchés. 2 fusils d'assaut et un PA ont été retrouvés sur ces bandits. L'argent volé par les braqueurs a été restitué à la victime. Un homme d'affaires qui s'apprêtait à verser de l'argent dans une banque à Maïs ce matin, vers 8 h, a été attaqué par 4 hommes armés de fusils et qui ne portaient pas de masque. Après avoir reçu des informations auprès des témoins, les gendarmes ont immédiatement pris en chasse les bandits qui ont pris la fuite en moto en direction d'Alakambis. C'est ici à Manakambayigne, Maïs, que les affrontements ont eu lieu. 2 parmi les braqueurs ont été tués, si les 2 autres ont pu prendre la fuite et sont activement recherchés. L'homme d'affaires blessé a été transporté à l'hôpital de Maïs, mais sa vie n'est pas en danger. Son argent lui a également été restitué. Et parlons à présent d'infrastructures routières. Les travaux de réhabilitation des routes de la capitale, opérés par le ministère des Travaux publics, sont achevés à plus de 60% actuellement. Le ministère a déjà mis en place des programmes de réhabilitation pour toutes les routes qui ont besoin de grands travaux et cela a débuté sur les axes des 67 hectares d'Anuspachan et d'Abuipu pour cette première phase. Natera Koutmav et Sech Andiana pour plus de détails. 17 axes routières dans la capitale sont concernés par les grands travaux de réhabilitation réalisés par le ministère des Travaux publics. Ce sont les routes délabrées qui ont besoin de réhabilitation totale. Et cela a commencé sur les axes des 67 hectares d'Anuspachan ou encore d'Abuipu en février dernier. Un mois après, les travaux avancent selon les normes et le calendrier mis en place, selon les explications de l'ingénieur en charge du contrôle des travaux. Plus de 60% des travaux sont réalisés pour ces 3 axes concernés par la première phase. Rappelons que les travaux se divisent en 2. Il s'agit de réfection de certaines chaussées en béton et d'autres constituées d'enrobés. Selon l'ingénieur, il s'agit d'un choix technique. À cet effet, le ministère a choisi de faire en béton légèrement armé les routes qui sont sujets à des stagnations d'eau, comme le cas de l'axe Anusbe-Anuspachan, dont la plus grande partie a été bétonnée, ou encore le cas de cet axe d'Antomadink. Le béton supporte davantage les eaux que le goudron. Le reste a été refait en enrobé. Les travaux de réhabilitation des routes à la charge du ministère des Travaux publics dureront 6 mois. Dans la foulée, le ministère appelle les riverains à préserver les biens publics et à ne pas jeter des ordures dans les canaux d'évacuation d'eau, car cela entraîne aussi la dégradation précoce des infrastructures. Toujours dans ce contexte, les députés occupent un rôle assez important dans la réalisation des Velran et visions du président de la République dans l'amélioration du volet social et la réhabilitation des routes au niveau de leur circonscription. Pour le cas du 6e arrondissement, les ruelles au niveau de chaque Fouctan sont presque toutes réhabilitées, d'après le député de Madagascar élu dans cette circonscription. Fiti Miarkoufen sur les images de Saï Sylvain. Le mauvais état des voies et des ruelles au niveau du 6e arrondissement constitue la principale doléance des habitants de cette circonscription. Les élèves, étudiants et salariés passent tous par ces voies quotidiennement, d'où leurs plaintes, particulièrement durant la saison de pluie ou durant la saison cyclonique, comme l'on a pu le constater récemment. Environ 10 km de voies ont pu être réhabilités dans cette circonscription, incluant également les ruelles, qui ont d'ailleurs bénéficié d'éclairage dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, pour le plus grand bonheur de la population locale. Cela témoigne bien des actions gouvernementales, d'après le député élu dans cette circonscription. Les voies et ruelles au niveau du 6e arrondissement sont presque toutes achevées, toujours d'après le député. Cela fait partie des rôles des députés, d'après ce dernier. Ils doivent être au fait des problèmes de leur circonscription afin d'en apporter les solutions adéquates et donc concrétiser les Velran et visions du président de la République. Les députés sont d'ailleurs dotés de moyens pour cela. En effet, l'État malagasy leur octroie des fonds et des équipements nécessaires, sans parler de la collaboration avec les investisseurs afin de réaliser les travaux de développement au niveau de leur circonscription.
Diplomatie à présent, de nombreuses organisations internationales veulent apporter leur contribution pour le développement de Madagascar. C'est notamment le cas de l'UNOPS, qui est l'Agence des Nations Unies pour l'appui au projet. Le premier responsable de l'UNOPS a confirmé aujourd'hui cette volonté auprès du ministre des Affaires étrangères à Anoussi. Les détails sur les images de Saï Sylvain. Les Nations Unies continuent d'appuyer le développement de Madagascar. L'UNOPS, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, souhaite désormais travailler avec nous. Cet organisme couvre tous les domaines, sauf celui de la santé. Les Nations Unies qui a pour mandat trois filières de mandat. Premièrement, c'est tout ce qui est achat, passation de marché, tout ce qui est gestion de projets et de programmes, et l'infrastructure. Et les infrastructures à travers tout ce qui est infrastructure, énergie, routes, les infrastructures routières, eau, assainissement, etc. Alors, pour nous autres, on sert comme le bras opérationnel des Nations Unies. C'est vraiment l'implémentation, l'exécution des projets et programmes assez rapidement possible, qu'on rentre et qu'on veut s'installer là maintenant. On travaille déjà avec certains ministères, mais vraiment on voulait lui présenter le fait et avoir son approbation bien sûr, de s'installer et de pouvoir servir la population et le gouvernement malgache à sortir de certaines de ces urgences en venir en appui au gouvernement pour aller plus vite avec certains projets qu'ils ont. Outre l'UNOPS, de nombreuses organisations comme l'UNEP, dont le siège est à Nairobi, ou encore l'United Nations Femmes, veulent coopérer avec Madagascar, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Cela signifie que nous avançons progressivement vers le développement du pays. Renforcer la coopération entre Madagascar et le Fonds monétaire international, c'est dans ce cadre que s'inscrit la visite du nouveau représentant du FMI, Mokhtar Benlamine, auprès du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakoutumalala Irndjen Olivier, ce jour à Panjenumbi. Divers points ont été abordés, notamment la réforme du secteur minier pour que les retombées des activités et investissements du secteur extractif profitent à la population malagasy. Et puis, la coopération militaire entre Madagascar et la Russie n'influe en rien notre position sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, soutient le ministre de la Défense nationale ce jour. Cet accord, qui existe depuis 2018, consiste en une formation et en fourniture d'armes pour l'armée malagasy. Aucune polémique sur ce sujet n'a lieu d'être, a déclaré le ministre de la Défense nationale, Sech Ranjanasi. Madagascar est ouverte à la coopération militaire avec les pays alliés, a déclaré le ministre de la Défense. Par conséquent, l'accord de coopération entre Madagascar et la Russie n'a rien à voir avec la guerre russo-ukrainienne, car l'armée russe et l'armée malgache coopèrent depuis 40 ans. Cet accord, qui a été renouvelé en 2018, ne signifie pas que nous penchons en faveur de la Russie. En effet, l'accord de coopération a été mis en place de nombreuses années avant la guerre. L'équipement et l'envoi de troupes malagasy pour renforcer leurs compétences est l'objectif principal de cet accord, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Défense nationale. Le général Rakoutenirina Richard a déclaré que la guerre actuelle ainsi que l'accord militaire ne devraient pas être une source de polémique. La décision de Madagascar est claire, a-t-il dit, de ne prendre aucun parti, mais de continuer à travailler avec les pays qui sont prêts à collaborer avec elle. Aujourd'hui, le ministre de la Défense nationale a reçu l'ambassadeur de l'Inde et l'ambassadeur de la République populaire de Chine pour une coopération avec l'armée de cette dernière. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Les jours à venir seront pour les civils de l'Est de l'Ukraine la dernière chance d'évacuer la région, ont averti les autorités locales sur fond de crainte d'une offensive majeure de l'armée russe. France 24.
Les autorités ukrainiennes appellent ces manœuvres d'évacuation l'opération de la dernière chance, alors que l'état-major à Kiev estime que les forces russes sont en train de se regrouper et pourraient lancer une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine dans un horizon d'environ 3 à 4 jours. Ce qui est certain, c'est que pour les Ukrainiens, la situation est beaucoup plus précaire dans le Donbass qu'ailleurs en Ukraine. Alors l'objectif des autorités est d'éviter le maximum de personnes civiles, de pertes civiles, mais également de personnes qui seraient enfermées au milieu des combats, mais aussi des drames humains comme celui qui s'est déroulé à Mariupol. Ce que l'on sait pour cette journée de jeudi, c'est que les autorités ukrainiennes et russes se sont mis d'accord pour 10 couloirs humanitaires, principalement dans les régions de Lugansk au nord du Donbass et de Mariupol au sud du Donbass. Seulement, malgré les efforts du gouvernement ukrainien pour évacuer ces personnes civiles, il y a encore des difficultés matérielles. Les trains ne fonctionnent pas bien parce que les voies ferrées ont été bombardées par les forces russes. Rien que pour la journée de mercredi, ce sont 5000 personnes qui sont sorties du Donbass, les 3/4 dans la région de Mariupol, mais c'est encore peu par rapport aux besoins humains, alors que des villes comme Severodonetsk, Slaviansk ou Kramatorsk pourraient être prises dans les taux des combats dans quelques jours. À noter que le président Volodymyr Zelensky signale que les autorités russes font ce qu'elles peuvent pour éviter les évacuations de Mariupol. Selon le président ukrainien, le Kremlin souhaiterait éviter au maximum des témoignages sur la situation humanitaire dramatique dans la ville assiégée. Alors on va dire que la situation s'est améliorée par rapport à celle qui prévalait il y a environ un mois. Cela fait désormais plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de bombardement sur les périphéries de la ville et désormais la crainte d'un assaut massif semble écartée. Résultat, le centre-ville de Kiev revient petit à petit à la vie, des commerces, des cafés, des services commencent à réouvrir. J'ai aussi noté depuis hier une augmentation du trafic automobile, ce qui veut dire que de nombreux habitants sont en train de revenir dans la ville. Je suis même resté coincé dans le premier embouteillage depuis cette semaine, ce qui est un signe qui ne trompe pas. Néanmoins, la municipalité de Kiev met en garde contre cet afflux et conseille aux Kieviens de différer leur retour d'au moins une semaine afin d'observer la situation. En effet, ce midi, il y a des sirènes qui ont encore retenti dans le centre-ville de Kiev. Pour la mairie, le risque de bombardement par des missiles balistiques n'est toujours pas écarté. La capitale est donc bien entendu largement sous administration militaire et désormais avec la grande bataille qui s'annonce dans le Donbass, la ville de Kiev pourrait passer de la situation d'une ville de front, d'une ville assiégée à une ville d'arrière-front concentrée sur le soutien à l'effort de guerre. Et avec cette offensive prévue à l'est de l'Ukraine par les Russes, la population craint que les villes de Donbass ressemblent à Mariupol, bombardées sans relâche par l'armée russe depuis 43 jours. La ville du sud de l'Ukraine abrite encore quelques survivants, dont des enfants. Ils ont appris à vivre terrés et au rythme des bombes. France 24. Les enfants de Mariupol, au jeu rythmé par le bruit des bombes. Et leurs parents, qui essaient de les rassurer comme ils peuvent. Cela ne fait que 2 jours que Masha, 12 ans, et sa petite sœur, Valeria, 8 ans, osent s'aventurer quelques heures dans cette cour. Avant, j'avais peur de tout, du moindre bruit. Mais petit à petit, tu t'habitues et tu t'habitues. On peut se rassurer en se disant que soit ils tirent d'ici, soit ils tirent au loin. Pour mettre les enfants à l'abri le 18 mars, ils ont cherché à quitter le centre de Mariupol, alors en plein combat. Ils ont dû reculer au bout de quelques mètres. On était en route, les grands-parents et les enfants à l'arrière, moi devant. Quand on a tourné devant le théâtre, quelque chose a explosé et le pare-brise a volé en éclats. De ça, Masha et Valeria ne parlent pas. Depuis plusieurs semaines, elles vivent sous terre, dans cette cave, presque sans lumière, avec 12 autres personnes. Là, c'est moi qui dors. Et là, c'est ma sœur. Elle nous raconte qu'elle se cache sous la couverture quand les bombardements sont trop forts. Valeria, elle, est plus timide. Elle veut nous montrer ses poupées et leurs petits chats.
Tu as peur? N'aie pas peur. Je veux juste rentrer à la maison et aller à l'école, faire mes activités, vivre comme avant. L'école a été endommagée par un tir. Ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur maison. Des enfants qui ont aussi vécu la mort de leur grand-mère dans cette cave. Elle a fait un infarctus. Son cœur n'a pas tenu le coup quand les tirs ont touché le quartier. Quand ils ont pu, ils l'ont enterré eux-mêmes, à quelques mètres de là, juste en face du théâtre de Mariupol. Où voulez-vous qu'on l'enterre? On l'a fait ici. Quand on est sorti, ça tirait très fort. Donc on est allé dans la cour et on l'a enterré ici. On ne pouvait pas aller plus loin, c'était trop dangereux. Leur espoir maintenant, c'est que leurs enfants ne soient pas traumatisés, qu'ils oublient vite ce cauchemar. Pour tourner la page, ils veulent être évacués le plus vite possible de Mariupol. Et un manifestant a été tué mercredi dans le sud de Pérou lors d'affrontements avec la police qui ont fait aussi plusieurs blessés lors d'une nouvelle journée de revendication contre l'augmentation du coût de la vie, a annoncé dans une vidéo le directeur de l'hôpital d'Ica. France 24. Depuis 3 jours, il bloque cette autoroute d'Ica, une ville de l'ouest du Pérou. Ces agriculteurs et ces transporteurs protestent contre la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires. Mercredi, des heurts ont éclaté entre les manifestants et la police. Un jeune homme de 25 ans a été tué et 15 personnes ont été blessées. À 300 km plus au nord, à Lima, une manifestation antigouvernementale a aussi dégénéré mardi soir. À leur réveil, les habitants ont pu constater les dégâts. Plusieurs commerces ont été pillés et des bâtiments publics vandalisés, comme le palais de justice. J'étais à la marche hier et il y a eu du chaos. C'était du vandalisme, trop de vandalisme. Le mouvement de protestation a débuté la semaine dernière pour dénoncer la hausse généralisée des prix, alors que l'économie péruvienne commence à ressentir les effets des sanctions occidentales prises contre la Russie. Et la décision lundi du président Pedro Castillo d'imposer un couvre-feu à Lima a poussé dans la rue encore plus de manifestants. Une mesure finalement levée mardi dans la journée sous la pression populaire. Les gens ici au Pérou demandent de nouvelles élections où ils changent le président et le Parlement parce qu'il y a un fort refus du peuple contre le Parlement et contre le président. Pour apaiser la situation, Pedro Castillo a supprimé la semaine dernière un impôt sur les carburants et décrété une hausse du salaire minimum de 10%. Mais le président péruvien est de plus en plus contesté. Il a déjà subi 2 procédures d'empêchement en seulement 8 mois au pouvoir. La première réunion du Comité national d'organisation de la fête nationale du 26 juin, ou CETNO, s'est tenue ce jour au ministère de la Défense à Pays-Bas. Une réunion qui a passé en revue tous les préparatifs pour la célébration du 26 juin, qui est à la fois une célébration du retour de l'indépendance et une fête militaire. Il s'agit de la première réunion à laquelle participent tous les organismes concernés. Le ministre de la Défense et le directeur événementiel auprès de la présidence de la République ont mis l'accent sur le renforcement de la sécurité lors de cet événement. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.